Effectivement, sujet important et toujours pareil quand je dis, quand on parle de ce genre de sujet, Vincent, le but du live, c'est pas, d'avoir une vision dogmatique du truc, c'est pas de dire: «C'est comme ça qu'il faut faire». C'est une vision que je vais vous donner en tout cas, par notre boîte qui s'appelle Business de l'externalisation. Il y a sûrement d'autres moyens de le faire. Il y a sûrement des moyens qui sont, pas forcément adaptés dans ce que je vais vous donner. Mais en tout cas, l'idée, c'est plutôt d'échanger de façon globale et de donner entre guillemets, des partages d'expérience plus que des conseils. Voilà, je préfère prendre Ouais, cet angle-là. il y a rien de figé. Donc Voilà, finalement, rien de figé. c'est un Exactement. point de vue, c'est ton point de vue, il n'engage que toi, mais des fois, faut écouter certains points de vue pour éviter de perdre du temps et de l'argent. T'as raison. L'externalisation, tu te foires, c'est un peu comme l'internalisation finalement. C'est double peine, hein. Ouais. Tu le payes cash et tu perds du temps. Donc voilà, le sujet du live aujourd'hui avec mon invité Julien Bouyc qui va se présenter, c'est les ingrédients pour une externalisation réussie en 2025. Puis d'ailleurs, je pense que ça pourrait compter sur 2026 aussi, mais on n'a pas voulu trop s'emballer sur le titre. Julien, je te laisse la main pour te présenter. Ok. Très rapidement, parce que c'est peut-être la chose que je déteste le plus. Ça fait 21 ans que je bosse maintenant, essentiellement dans la partie vente, avec 3 ans au démarrage dans le marketing chez Royal Canin, 8 ans chez PepsiCo avec différents postes de commercial, chef des ventes, catégorie manager, compte clé en égo, et ensuite directeur de zone. Et puis ensuite, je suis parti chez Michel et Augustin, où j'ai rencontré mon associé d'aujourd'hui. Ensuite, je suis parti chez Carglass avec une équipe un petit peu plus grosse, où j'étais directeur des ventes. Et enfin, je suis parti chez Iconoclast, qui est une boîte qui forme les commerciaux, que j'ai rejoint cette aventure pendant 4 ans. Et depuis maintenant un an, un peu moins d'un an, j'ai monté une boîte qui s'appelle Be Nice avec Camille Six, mon associé, tout simplement, où on va travailler effectivement une grosse partie d'externalisation, qui est le sujet du jour. Voilà. Eh ben écoute, ça tombe bien, on s'est pas planté, on s'est pas planté dans l'invité. Écoute Julien, autant rentrer dans le vif du sujet pour ce 16e live. Donc, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, en tout cas, par externalisation de la force commerciale ou des équipes de vente? L'externalisation, ça peut prendre clairement plusieurs formes. Je pense que quand on va parler externalisation, on va avoir plusieurs choses. L'externalisation, ça pourrait être du part-time, c'est-à-dire je prends quelqu'un qui est qualifié pour le job que je vais chercher et je le prends dans ma boîte. Le part-time, c'est donc un salarié d'une boîte extérieure qui vient un temps imparti dans la boîte pour résoudre des problèmes et puis ensuite qui s'en va. Ensuite, il pourrait y avoir une autre façon d'externaliser, c'est tout simplement l'intérim qu'on connaît, qui est un petit peu plus, un petit peu plus large. Et puis après, il y a la dernière source d'externalisation, qui est plutôt de la délégation. Et c'est surtout là-dessus que, en tout cas, on a orienté le live avec toi, Vincent, puisque c'est ce que je fais et, entre guillemets, c'est mon domaine de compétences. Moins sur les deux autres, avec en gros les avantages et les inconvénients qui sont assez similaires, que ce soit de l'intérim, de la délégation ou du part-time. Et on va rapidement rentrer dans le détail. La question, c'est peut-être se poser la question à quel moment je dois externaliser. Ouais, je pense que tu as entièrement raison. Le but de ce live, c'est vraiment de remettre un peu de contexte et aller chercher un peu à l'essentiel, euh, potentiellement le momentum. Donc, il y a peut-être des étapes à suivre, ou en tout cas des moments clés de vie d'un service commercial ou d'une entreprise au sens large. Finalement, quels objectifs, parce que là, tu as parlé des typologies d'externalisation, et finalement, quels objectifs par rapport à quelles étapes du cycle de vente, hein, parce qu'on ne prend pas les mêmes risques à externaliser un SDR qu'un Head of Sales. Donc, est-ce que tu peux nous peut-être nous éclairer sur les objectifs par rapport aux étapes du Ouais, cycle? bien sûr. Donc en fait, dans l'externalisation, effectivement, il va falloir, je pense, en amont, déterminer, tu parles d'objectifs, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'externaliser? Et donc, d'abord, pourquoi c'est où je vais externaliser? La première des choses, c'est que je vais forcément déconseiller de tout externaliser dans ta boîte. Souvent, quand j'accompagne des gars, ils disent donc ils sont solo-entrepreneurs, ou en tout cas, ils sont pas nombreux dans la boîte, ou ils n'ont pas forcément la compétence. Ils touchent de près ou de loin à la compétence,
mais ils ne l'ont pas forcément, on va dire, dans leur background, soit d'école ou d'expérience. La première des choses, avant d'externaliser et qu'on soit bien clair, c'est que je pense qu'il faut essayer. Ça ne veut pas dire qu'on va faire tout seul. Tu l'as dit tout à l'heure, on fait appel à des experts quand on ne sait pas faire, tu as raison. Mais pour moi, il faut d'abord essayer. Essayer, ça veut dire pas forcément faire, mais en tout cas se renseigner sur ce qu'il faut faire. Et je vais prendre un exemple, puisque tu l'as pris tout à l'heure, c'est la partie SDR ou la partie closing. Bah, je vais d'abord me renseigner sur quelle est la job desk d'un SDR, qu'est-ce que ça fait d'être un closer ou tout simplement quelqu'un qui va conclure des deals pour éviter d'employer des mots trop galvaudés. Un SDR, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un qui va prendre du rendez-vous par téléphone ou quelqu'un qui va qualifier tes rendez-vous. Et ben, je pense que toutes ces étapes ou tous les mots que j'utilise, il va falloir, enfin en tout cas, je vais recommander d'essayer de le faire. C'est vraiment important. J'essaye de faire un call, un appel à froid. J'essaye de faire un rendez-vous découverte. J'essaye de faire une vente. Le but étant, bien entendu, pas de dire je vais le faire parfaitement, mais en tout cas, je comprends les différents rouages. Donc, il faut en faire 2, 3, parce que comme ça, lorsque je vais externaliser, on en revient à ta question initiale, quel est l'objectif que j'ai? Eh bien, prendre un rendez-vous, ok, ben, je voudrais prendre un rendez-vous avec telle personne et je voudrais donner tel ton à mes appels. Je voudrais clôturer un business. Ok, ben en fait, clôturer un business, on estime qu'il est closé à quel moment? Ben, j'ai besoin de ça dans le contrat. Et je me suis aperçu en faisant des essais que le client me posait souvent cette question. Du coup, je prépare la question pour la personne. Donc, ce qui est vraiment important pour moi d'abord dans l'externalisation, c'est qu'il faut essayer. C'est important d'essayer, je répète, sans être forcément expert, voire se planter pour déterminer ensuite les bons objectifs. Ça, pour moi, c'est la première étape. Ok, ok. Donc finalement, si on récapitule un petit peu les objectifs, ce serait potentiellement de comprendre chaque étape, de les faire soi-même quand on est entrepreneur. Alors, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on est forcément solopreneur. Un entrepreneur, ça peut être un expert dans son domaine, quelqu'un qui fait des sites web, qui fait de l'UX, qui fait plein de choses, mais qui n'a pas comme domaine de compétence la vente, ou en tout cas au sens très large, l'intégralité du cycle de vente et tout ce qui doit être fait pour aller chercher des nouveaux clients, que ce soit pour de l'acquisition ou pour le pipe classique du cycle de vente jusqu'au closing, et même la gestion de clients. Maintenant, le but, c'est de faire pour comprendre, si je comprends bien ce que tu mets en avant, pour pouvoir peut-être donc affiner une job desk, parce que forcément, c'est comme quand tu vas embaucher, hein, finalement. Si tu sais pas qu'est-ce que va faire la personne, finalement, tu trouveras potentiellement pas la bonne personne. Et puis, c'est bien aussi de se rendre compte peut-être des attendus, non, Julien? C'est exactement ça. Mon domaine, c'est la vente. Bah, le tien aussi, du coup, Vincent, parce qu'on fait à peu près le même job. J'ai envie de prendre un autre exemple pour peut-être rendre encore plus accessible, ou peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et ils font pas de job de sales. Aujourd'hui, moi, j'ai monté une boîte donc avec Ami, et à un moment donné, je me suis dit, bon, on va commencer, peut-être comme tout le monde, en disant, on va pas trop dépenser. Donc, j'ai ouvert un compte en banque. J'ai pris ensuite un site internet, j'ai regardé monter une boîte, déposer un dossier, j'ai regardé la compta, comment on faisait. Alors, rapidement, j'ai vu toutes les étapes qu'il y avait à faire pour aller au greffe, déposer les statuts, machin et autres. Et là, je me suis dit, est-ce que je dois perdre du temps pour le faire ou est-ce que je le fais faire? C'est exactement ce que je dis quand il faut essayer. Deuxièmement, je suis arrivé sur une grosse désillusion, un truc qui s'appelle la comptabilité. J'étais persuadé que c'était bon. Entrée-sortie, avec un petit tableau Excel, ça devrait le faire. Et là, il y a un monsieur qui m'a dit vous oubliez pas l'alias fiscal? La quoi? Vous oubliez pas la déclaration de TVA mensuelle? La quoi? Et donc, en fait, j'ai appris, j'ai testé malgré moi, parce que je me suis fait rattraper par la patrouille. Ils m'ont dit oh, vous nous devez des trucs. J'ai donc appris malgré moi. Et à ce moment-là, je me suis dit ok, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais, entre guillemets, l'externaliser. J'ai donc pris un expert comptable qui va maîtriser le truc, donc il va me valider mes comptes, mais c'est surtout, j'ai externalisé ma comptabilité, c'est-à-dire que ce n'est plus moi qui le fais. Je sais en gros ce qui s'y passe, puisque le comptable va me demander le bilan, le machin, est-ce que vous êtes d'accord avec les dépenses, mais à aucun moment, j'aurai la capacité ni la rapidité ou le niveau d'expertise du comptable pour être aussi performant que lui. Donc, je préfère déléguer. Même chose sur la partie juridique. Bon, je pense que c'est vraiment l'endroit où on peut clairement faire des boulettes. Je ne suis absolument pas avocat ou expert juridique. À ce moment-là, j'ai regardé tout ce qu'il fallait faire pour déposer des statuts. Et ensuite, on a eu des conversations avec l'expert juridique déporté. Il m'a dit, est-ce que ça vous va? J'ai donc pu confronter sa connaissance, son expertise avec ma connaissance, qui était somme toute très sommaire. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est bon, on peut avancer.
Donc, une fois de plus, je répète, c'était surtout pas devenir expert de la compta ou expert du dépôt d'un statut au greffe du tribunal, mais c'est plutôt comprendre comment ça se passe. Et ensuite, je me suis mis à externaliser. Ouais, et c'est dingue comment tu peux te rendre compte que pour un expert, c'est simple. Et c'est là que tu dis, bon, ben voilà, c'est bien de tomber sur des gens qui sont experts de leur domaine. Donc, en l'occurrence, tu es parti voir un expert comptable. Potentiellement, c'est son travail de tous les jours. Donc, lui, il va faire des choses assez rapidement quand toi, tu vas y passer des heures, voire des jours, sans garantie de résultat aussi derrière. Et de toute manière, oui, comme tu dis, je pense qu'il faut vraiment se poser les questions de là où on est bon, bien que tu aies essayé. Hein. Pour le coup, tu as vu le parcours qu'il fallait faire pour monter ta boîte. Tu as vu le parcours qu'il fallait faire pour la partie comptable, pour se mettre en ordre de marche, on va dire. Et effectivement, c'est jamais simple. Après, encore une fois, c'est pas ce qu'on demande d'être bon partout. Ce qu'on demande, c'est potentiellement, quand tu as ta boîte, c'est de comprendre ce qui doit être fait et de le déléguer aux bonnes personnes. Donc là, en l'occurrence, tu vas pas embaucher un mec pour monter ta boîte, ce serait complètement déconnant. Comme un expert juridique, pour le coup, ce serait déconnant. Mais pour des tâches ponctuelles, effectivement, tu as eu le réflexe de te dire, bon, ben voilà, je vais m'entourer d'experts et c'est à eux que je vais confier ces tâches-là. Voilà, je sais ce qu'il faut faire et du coup, on va pas en faire plus, on va faire ce qu'il faut faire. Ouais. C'est exactement ça. Et finalement, si on garde ce parallèle, je suppose que tu y as trouvé un avantage. Si après, on peut reprendre le parallèle avec la vente. Ouais, l'avantage, c'est forcément le gain de temps et la sécurisation de l'information. Là, on est sur deux trucs extrêmement sensibles, à savoir la comptabilité d'un côté, le juridique de l'autre. C'est pas de la vente, c'est on-off. C'est je suis dans la loi, je suis pas dans la loi. Donc effectivement, plus le niveau de sensibilité du sujet va être fort et plus ensuite vous êtes moins expert, bah, c'est peut-être là où il faut se poser la question de dire, ouais, en fait, je vais déléguer ce que je ne sais pas forcément bien faire à des gens qui savent faire et en plus, là pour le coup, qui ont l'accréditation pour faire ce genre d'externalisation. Donc c'est à ce moment-là. Et je pense que dans cette démarche, souvent quand je fais des accompagnements sur des managers, je leur dis, le Graal pour quelqu'un qui manage, c'est d'avoir des personnes en dessous qui sont autonomes. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de se dire à un moment donné, l'autonomie, c'est quoi? L'autonomie, c'est être capable de faire seul, c'est-à-dire je me débrouille, je n'ai pas besoin. En gros, j'avance. Mais l'autonomie, c'est aussi savoir connaître sa limite, lever la main en disant, mais ça, je ne peux pas le faire seul, alors j'externalise. Et c'est vraiment important parce que si on avance un peu, c'est la différence entre, pardon, je ne veux pas le faire parce que ça me saoule, ou je ne veux pas le faire parce que si je le fais, je vais perdre du temps. Et je pense que ça, dans l'externalisation, j'aurais plutôt tendance à dire, posez-vous la question quand c'est la deuxième phrase. Donc je répète, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas le faire. Donc en fait, j'ai pas envie, c'est une question de motivation. Je suis pas sûr que ce soit le bon déclencheur, tu vois, pour prendre l'externalisation. En revanche, si jamais je peux le faire, mais si quelqu'un le fait, il ira beaucoup plus vite que moi. Ou en tout cas, ça sera mieux fait. C'est pas du tout la même chose. L'exemple que j'ai, c'est Uber, quoi. Uber, tu commandes uniquement parce que tu as la flemme. Tu ne le prends pas parce que quelqu'un va le faire plus vite que toi. Souvent, quand tu commandes sur Uber, ils te disent que c'est 30 minutes et tu te fais livrer au bout de 60. Quand bien même tu es dans une grande ville. Donc, c'est absolument pas pour gagner du temps, c'est de la flemme. Et si jamais tu es de la flemme, bah, le niveau de contrôle que tu vas avoir sur la tâche, il n'est pas ouf. Alors que si tu te dis aujourd'hui, je prends une externalisation parce que les personnes qui vont le faire sont plus expertes, donc ils vont, in fine, me faire gagner du temps parce que ça sera mieux fait, c'est pas du tout la même chose. Exactement. Et tu as quand même un calcul héroïste, de toute manière. Ça, je pense qu'on y reviendra un peu plus Ouais. tard dans le live. Donc, finalement, pour toi, si on revient dessus, hein, les avantages à externaliser sur sa partie commerciale, ils se résument à quoi? Ouais. Alors, il y a plusieurs choses, j'ai envie de dire. Quelles sont les réponses que je vais avoir? Parce que c'est ça. Tu parlais de rapidité tout à l'heure. Effectivement, j'embauche quelqu'un, j'externalise, bah, ça peut vite te coûter très cher. Et donc, un objectif, ça va être tester un nouveau marché, tester une nouvelle verticale. Tu veux pas débrancher tes sales sur tu attaquais la verticale A et B.
tu te dis peut-être d'instinct, tu n'as pas eu le temps de faire toutes les études que la verticale C, elle pourrait être intéressante. Bah, au lieu de dépluguer tes mecs parce qu'ils run du business sur la verticale A et B, tu te dis, tiens, je vais externaliser sur le C. Je trouve ça très cool. Deuxièmement, on pourrait se dire, les avantages, bah, quand j'ai une équipe sous-staffée, quand j'ai un trou dans la raquette, je ne peux pas recruter tout de suite. Et peut-être que les personnes qui nous recrutent savent très bien, qui nous recrutent, pardon, qui nous écoutent, savent que recruter, bah, c'est un petit peu une tannée. Ou en tout cas, trouver la bonne personne. C'est pas recruter qui est une tannée, c'est trouver la personne qui nous satisfait pleinement. Bah, c'est un petit peu engageant, c'est difficile. Donc, j'ai un trou dans la raquette. Bah, je vais commencer par externaliser. Comme ça, je mets le pied à l'étrier au business. Je le chauffe. Et une fois que le business est chauffé, bah, forcément, je peux avancer. Sinon, on peut se dire, j'ai besoin de franchir un cap, d'accélérer l'acquisition. J'ai des gars qui sont déjà en place. Je fais appel à un expert pour accélérer les choses. Et là, c'est Ouais. ce qu'on fait toi et moi, plutôt sur le côté externalisation de la formation ou autre. Ben, en gros, c'est embarquer toute l'équipe dans une nouvelle dynamique. Je montre comment fait un expert aussi par exemplarité. Et ça pourrait être aussi un autre avantage de l'externalisation. Ouais, ça me fait penser à quelque chose que tu me dis. C'est, par exemple, tu as des gars sur 2 verticales. Soit tu veux ouvrir une troisième et ça te permet, toi, d'avoir des retours palpables. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup si je fais le même principe que je fais avec les personnes que j'ai sur les verticales A et B pour la C, finalement, j'externalise, j'ai des retours. Ok, c'est bon, ça valide le fait que je dois embaucher sur la verticale C. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à ce que tu m'as dit, c'était aussi de se dire, bon, bah voilà, j'ai mes gars, ils sont à 80% de charge de travail. Potentiellement, mettre 20% pour que derrière, ils n'arrivent pas à, À à clôturer le augmenter. business. Augmenter le nombre de business qu'ils vont avoir parce qu'ils vont prendre ces 20% de temps, ils vont faire 15% d'acquisition et 5% de cycle de vente et potentiellement, oui, prendre une boîte externalisée pour cette partie acquisition, c'est quand même intéressant parce qu'ils vont avoir 20% à travail de faire un travail d'account exécutive ou en tout cas de cycle de vente assez classique. Donc, une boîte qui va leur prendre des rendez-vous, par exemple. Et eux, derrière, ils vont pouvoir pas prendre du temps sur l'acquisition et rester focus sur le cycle de vente. Ça, c'est quand même vachement intéressant où effectivement, comme tu le dis, hein, sous-staffé, un trou dans la raquette, quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui est absent pour une durée indéterminée, quelqu'un voilà, qui a envie de quitter le navire, toutes les raisons qu'on connaît quand on a des salariés en CDI. Ça peut bien se passer du jour au lendemain. Potentiellement, il peut y avoir quelqu'un qui part ailleurs aussi, hein. Pas forcément que ça se Bien passe sûr, mal, mais bien sûr. qui pense avoir une herbe plus verte ailleurs. Et donc finalement, comme on le sait, le recrutement, ça prend du temps, la formation, ça prend du temps, et potentiellement, prendre des experts de la vente comme toi, par exemple, sur cette partie-là, en attendant que, oui, forcément, ça permet derrière d'être un petit peu plus serein. Alors, ça coûte un peu plus. Bon, et encore, ça, c'est si c'est pour 6 mois, c'est pas forcément le cas, vu que toi, forcément, les personnes que tu vas mettre en place chez ces clients-là, ils sont déjà un petit peu plus aptes. Potentiellement, des gens qui font plein de missions différentes, ils ont toujours ou tout de suite cette culture de se dire, on doit embrayer assez rapidement sur la mission. Et c'est ça aussi, la force de l'externalisation, c'est que les personnes que tu vas prendre à l'externalisation, je ne sais pas si tu me diras le contraire, Julien, c'est que les personnes que tu places dans les boîtes, forcément, s'ils ont déjà fait 4, 5, 10 missions, ils savent démarrer des nouvelles missions sans passer 3 à 6 mois sur un onboarding. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est peut-être à la limite sur l'externalisation, pour ceux qui nous écoutent, c'est ce qui va peut-être créer un point d'échauffement, en tout cas d'interrogation. Il y a un moment donné, il y a des choses pour lesquelles les gens, c'est automatique de faire appel à l'externalisation. L'exemple que je prends régulièrement quand je suis en vente sur notre service, je leur dis quand vous êtes malade, très malade, je parle. Vous n'allez pas à la pharmacie en disant bon, la dernière fois j'ai eu ça, du coup je reprends tel médicament, tel médicament, tel médicament. La santé, c'est quelque chose qu'on externalise systématiquement parce que c'est dans les mœurs, en fait. Et pourquoi on externalise? De nouveau, on a besoin d'un conseil d'un expert qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'on essaie de faire dans l'externalisation, effectivement, c'est qu'à un moment donné, quand je sens que je vais devoir faire passer un cap à ma boîte,
bah, l'externalisation, elle n'est pas forcément évidente pour des questions. Je parlais de points d'échauffement, soit d'éthique, de confidentialité de l'information ou autre. Et donc, il y a quelque chose qui est extrêmement important, effectivement, c'est dans la façon dont on externalise, c'est rassurer le client, en tout cas, que les personnes qui vont prendre en main, en gros, la mission d'externalisation, ce sont effectivement des experts qui vont bien s'adresser aux clients. Et c'est normal que de l'autre côté, qu'il y ait un petit écueil en disant, mais est-ce qu'ils le feront aussi bien que moi? Est-ce qu'ils vont être suffisamment formés et autres? Donc, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est le gros avantage que nous, on y voit de notre côté. Sauf que le client, pour lui, il se dit, c'est un mec lambda, je ne le connais pas. C'est comme un recrutement temporaire. Ouais. Donc, comment est-ce que je m'assure, en gros, de leur faire confiance ou pas? C'est tout l'enjeu, justement, pour basculer dans l'externalisation. Et donc, pour répondre à cette interrogation, si jamais on devait l'avoir, la première des choses, c'est d'être extrêmement carré dans votre brief. Donc, client, vous faites appel à une externalisation, c'est d'abord pourquoi. Tu parlais d'objectifs tout à l'heure, Vincent. C'est hyper important. Pourquoi j'ai besoin d'externaliser? Donc, c'est clair dans ma tête quels sont les attendus. La deuxième chose, c'est calibrer aujourd'hui dans le R1 pour éviter la déception. Et il faut vous préparer à ce que ça ne soit pas du tout cuit. Là, je fais appel à notre service qui est de la prise de rendez-vous externalisée. Il y a un moment donné, les clients doivent comprendre que la prise de rendez-vous par téléphone externalisé, tu n'amènes pas une opportunité. Tu appelles une personne à un moment donné qui a un besoin et derrière, il va falloir le travailler. Quand tu fais un rendez-vous de découverte et que tu externalises ta phase de découverte, c'est la même chose. Tu demandes à la personne qui va te faire de la découverte de qualifier des questions et ensuite tu vas basculer sur le sales si jamais le cycle de vente est fait comme ça. Et ben, il faut que la boîte comprenne que tu amènes un lead qualifié. Derrière, il va y avoir de nouveau une interaction entre la boîte et la personne qui fait que si jamais c'est mal vendu, les objections ne sont pas bien traitées ou autres, bah, le deal, il ne se fera pas. Et j'insiste lourdement là-dessus parce que souvent, on se dit, bon, j'en reviens à ce que je collais en disant, je n'ai pas envie de le faire. Si j'ai pas envie de le faire, bah, ça veut dire aujourd'hui que je me remets à une boîte. Ça ne veut pas dire forcément que ça sera du tout cuit. C'est vraiment important. Donc, Ouais. avoir en tête que lorsqu'on externalise, je pense bien définir son brief, savoir pourquoi on le fait. Je répète, quelqu'un d'autre le fera peut-être mieux que moi. Et troisièmement, quels sont les objectifs attendus? Qu'est-ce que vous attendez de votre externalisation? Soyez hyper ferme et hyper précis avec les personnes avec qui vous externalisez les choses. Exactement, si ça doit pas se faire, et ben ça se fait pas. De Ouais, toute manière, exactement. autant partir sur de bonnes bases et dans tous les cas, faire confiance parce que c'est leur métier en fait, enfin, en l'occurrence toi, te faire confiance parce que c'est plutôt ton métier. Donc finalement là, on est parti, énormément sur l'externalisation. OK et tout ce que tu nous as dit est quand même très intéressant. Donc les étapes à suivre, les objectifs, pourquoi, jusqu'où doit aller l'externalisation et où elle doit s'arrêter. Après normalement quand tu prends un prestat externe, lui-même doit aussi border les choses parce que Bien c'est sûr. son travail, au quotidien. Je viens avoir une petite question qui vient d'arriver. Je vais juste finir ça et on va y répondre à la question. Mais pour embrayer, on a vu tout ce qui était lié à l'externalisation. Finalement, pour toi, il y a forcément des avantages et quels seraient-ils à internaliser? Quel avantage il y aurait d'internaliser, versus l'externalisation? Bah, le tout premier que j'y vois, c'est je maîtrise la compétence en interne, ou en tout cas, j'essaye de maîtriser la compétence en interne. Donc Je ne l'ai pas aujourd'hui. faut que tu aies un gros pôle, enfin un comme un knowledge management en tout cas une grosse compétence, une grosse base de compétences, en interne pour, être sûr et certain, que la connaissance, tu continues de l'internaliser. Bien sûr, je pense que ce qui est important, c'est, tu parles de knowledge, de connaissances. Construire en gros, acquérir la connaissance, c'est la base. Et je dis souvent à mes clients, moi, j'ai tout gagné le jour où vous me dites, bah, désolé Julien, mais on va plus bosser ensemble. Parce qu'en fait, ça veut dire que j'ai fait mon job. Tu prends la prise de rendez-vous externalisée. Le jour où tu es capable de générer suffisamment de business, le client est content, donc son chiffre d'affaires augmente. Bah, la premier conseil, si jamais tu es un peu honnête, alors je pourrais le dire, ouais, vas-y, ad vitam aeternam, je prends le client et c'est trop cool, c'est simple pour moi.
Mais j'ai envie de dire non. Quelqu'un en interne maîtrisera mieux le pitch, voire peut aller un petit peu plus loin, se sent beaucoup plus impliqué dans la boîte. Et c'est forcément une connaissance que tu pourras ensuite transmettre à d'autres personnes que tu vas onboarder parce que tu auras grossi. Et Donc, à je pense. peut-être plus de temps. Mais Parce bien que sûr. Mais bien sûr. euh, Et puis en plus, la peaufiner, c'est-à-dire que la connaissance brute, si on prend l'exemple de la prise de rendez-vous par téléphone, c'est pas sorcier en fait. Là où ça devient difficile, c'est comment est-ce que j'enveloppe, c'est ce que je dis souvent, comment j'enveloppe ma structure de call, de prise de rendez-vous, comment je l'enveloppe avec le côté, le fameux ADN de la boîte, la vision de la boîte. Bah ça, une prospection externalisée ne pourra pas le faire. Ou alors, il faudra le sentir, ou en tout cas, le client ne fera peut-être pas confiance pour que ça soit fait. Donc, c'est à ce moment-là, pour moi, qu'il faut internaliser. Deuxièmement, c'est quand je pense que je suis prêt à pouvoir le faire à la place d'eux. Je reprends l'exemple de la compta tout à l'heure. Le jour où je me dis, bah tiens, là, je suis chaud, j'ai envie de faire de la compta, finalement, ça m'intéresse, je le fais pour moi. Euh, on a tous, je pense, vous avez, si vous nous écoutez dans le boîte, toujours quelqu'un qui est plus curieux que les autres. Toujours. Et il y a toujours un gars qui, quand vous êtes dans l'open space, vous levez la tête et vous dites, il n'y en a pas un qui sait faire ça sur l'IA ou sur machin. Bon, bah, il y en a toujours un qui dit, attends, si moi j'ai une idée. Bah, lui, typiquement, pourrait être la personne qui ferait le relais entre l'externalisation et l'internalisation. Il prend le relais. Troisième point, j'ai envie de faire grandir mes équipes en interne sans forcément embaucher. Bah, je sais aujourd'hui que mes équipes sont limitées techniquement par telle ou telle tâche. Je commence par externaliser. Et ensuite, bah, les équipes s'intéressent. Elles sont voient onboardées dans l'externalisation. Petit à petit, elles récupèrent la connaissance. Et ensuite, je les fais monter en compétences. Voilà en gros pour moi les trois moments. En revanche, je pense que, enfin, je sais pas si c'est la vérité, mais je pense que ce qui est important, c'est de s'assurer à un moment donné que, comme je l'ai dit au début, on ne doit pas externaliser parce qu'on a la flemme. Si on a la flemme, ça veut dire qu'on ne sera jamais dans l'acquisition de la connaissance. Et ça, pour moi, je ne pense pas que ce soit le meilleur des drivers, en gros, pour externaliser. ouais, ça, c'est un sujet qu'il faut prendre. La flemme, il faut le prendre à bras le corps, hein, Ouais, ouais, c'est clair. ce sujet. Là, dans le chat, on a Harold qui nous dit apparemment, c'est un petit bureau d'études, euh, environ de 6 personnes, lancé il y a 2 ans. Il a envie d'externaliser la partie commerciale pour focus sur le call à fond. Ils ont déjà 2 commerciaux en interne, mais le call calling, c'est assez ingrat. Donc, pas envie de les dégoûter. Donc là, tu vois, déjà, c'est penser qu'on dégoûte des personnes qui, forcément, en faisant du call, ils vont aller chercher beaucoup d'informations et donc, du coup, monter en seniorité sur l'expertise, sur le marché, par rapport à certaines cibles. Alors, effectivement, c'est ingrat parce que bon, tu as beaucoup plus de non que de oui. Donc, c'est un gentil patron, on va dire, sachant qu'on fait déjà du multicanal avec LinkedIn, email, salon, call. Donc, avoir quelqu'un en externe qui se focus sur le call calling pourrait vraiment avoir un impact plus. Donc, grossièrement, pour resituer, Julien, pour 2025, ils veulent faire x2 leur CA et ils font actuellement 335 000 euros. Il n'y a pas de question, Harold. Non, mais alors, la première des choses, Vincent, c'est qu'on va dire à Harold de m'appeler, ça c'est sûr. Ouais, déjà. Et clairement, c'est exactement ce qu'on fait chez BeNice, donc c'est sûr qu'il va nous appeler. Et la deuxième, pour essayer de le mettre en mode question pour que ça soit plus avant de t'appeler, à quoi il doit réfléchir avant de t'appeler? Exactement, c'est un très Voilà. bon point. Et bien de se dire aujourd'hui, pas dégoûter ces mecs, je pense que c'est une bonne façon de le faire, mais il faut qu'il y ait quand même, si on raccroche à ce qu'on a dit juste avant pour être cohérent, il va falloir quand même qu'à un moment donné, les gars s'appellent des commerciaux qui fassent du call. C'est sûr et certain. Donc, les mettre aujourd'hui sur autre chose que du call, j'entends, mais à un moment donné, c'est bien aussi de s'approprier la compétence. Et donc, peut-être que le run idéal, c'est un petit peu d'interne parce que je sais faire et je ne perds pas la main, et un petit peu d'externe avec de la prospection externalisée. En fait, moi, j'y vois un truc. C'est que là, aujourd'hui, effectivement, avoir du call, donc potentiellement de la masse de rendez-vous. Alors, dis-nous, Harold, si c'est le cas. Enfin, en tout cas, une masse de rendez-vous supplémentaires. Les laisser continuer à faire le reste du multicanal.
et avoir finalement un coup de main sur la partie call. Ce qui pourrait être intéressant, c'est oui, effectivement, hein, comme tu disais tout à l'heure, c'est prendre un expert comme Be-Nice et derrière, potentiellement leur redonner goût, des fois même les armes, parce que bon, on va pas se mentir, si tout le monde pense que c'est compliqué, si tout le monde pense que c'est ingrat, alors oui, effectivement, ça le sera, encore plus rapidement que si on ne pensait pas. Et derrière, c'est peut-être les bonnes pratiques et peut-être, oui, de s'y mettre un minimum de temps, prendre un expert en acquisition à côté et quand même continuer pour pas perdre C'est sûr. ce rythme parce que quand tu calls, tu es dans un rythme, tu vas glaner de l'information, tu es au fait des nouveautés, tu étais au fait de tes concurrents, tu es au fait d'énormément de choses, finalement, parce que tu tombes toujours sur des bavards hein, qui vont donner énormément d'informations et qui permettent toi d'avancer même encore plus vite sur ton business. Donc ouais, là en l'occurrence, s'ils prennent un prestat comme toi, par exemple, il faut qu'ils soient sensibles à toute la data que tu vas leur fournir derrière à la suite de tous les calls qui vont être passés. Ça, c'est quand même ultra important. Donc, à définir quelle data il faut aller chercher aussi, parce qu'ils peuvent te rencarder sur ce qu'ils ont besoin au-delà de prendre du rendez-vous. Donc, ouais, Harold, voilà, il va t'appeler. Donc, Je vois ça. voilà, il veut faire 60% de calls, 40% d'autres tâches. Donc, finalement, ces commerciaux, ils auront 60% de temps pour assurer les rendez-vous que tu vas leur fournir. Donc ça, c'est quand même vachement cool. C'est cool, Harold. On te laisse voir avec Julien en direct. Alors, donc, on a vu les avantages d'externaliser, on a vu les avantages d'internaliser. Donc, l'avantage d'externaliser, c'est ça va plus vite, plus fort. C'est mis en place plus rapidement. C'est un prestataire. Donc, finalement, le prestataire ne tombe pas malade. Et Julien, il vous met quelqu'un à disposition comme tous les prestats d'ailleurs, hein, il vous met à quelqu'un à disposition, quelqu'un est malade, c'est pas le problème du client. Là, pour le coup, c'est un prestat et il rattrape, etc. Donc là, il n'y a pas ces soucis-là. L'internalisation, c'est garder en interne le savoir, mais elle peut être faite même dans un second temps après l'externalisation. Donc, si tout le monde a bien compris, n'hésitez pas à poser des questions entre les deux, externaliser, internaliser. Moi, je suis en train d'avoir ça sous les yeux. Tiens, on en a une, tiens, c'est allé assez vite. Alors, on a Fedel Denis, Ouais. il est manager commercial. Tu le connais peut-être? Pas du tout, pas du tout. Non, ok. Dans une société éditrice de logiciels SaaS, il souhaite externaliser une partie du service commercial pour accroître son développement. Quelle partie? Comment accroître? Déjà 40 cold calls par jour. Ouais, hein, Ça, c'est il y a au-dessus, Harold c'est qui nous Harold. disait, voilà. Ouais, Il nous Fedel, si disait, tu veux nous. Alors, Fedel, j'espère que c'est ton prénom. J'espère que c'est. Ou Denis. Bon, peu importe. Fedel Denis, comme ça, on ne se plantera pas. Si jamais tu veux bien préciser ta question, comme ça, on peut peut-être t'aider. Il y a Eugénie qui posait une question juste au-dessus. ah, j'ai pas vu. Je ne sais pas si tu as vu à 12h58 Non, des recos sur l'onboarding. Donc, en attendant peut-être la question de Fedel Denis. L'onboarding, c'est ce que j'ai dit. Je pense que c'est l'étape la plus cruciale et j'aimerais vous partager une du, expérience. du Presta ou du CDI? Alors, l'onboarding, tu as Tu peux raison. nous dire les deux? Bah, moi, du coup, je vais le faire sur ma partie. Eugénie peut Allez, effectivement, tu as tout à fait raison. préciser aussi. Eugénie peut peut-être préciser. Aujourd'hui, dans l'onboarding, je l'ai dit tout à l'heure de façon un peu brève, c'est l'importance de qu'est-ce que j'attends d'une externalisation. C'est vraiment hyper important. Et donc, la première des choses, et c'est vraiment important, donc du prestataire, merci Eugénie, du coup, on précise. La première des choses, c'est allouer un vrai temps. C'est pas juste oh, je t'envoie un mail et vas-y, tu peux faire ça pour moi et tu peux prendre des rendez-vous. Non, c'est-à-dire un vrai temps, un vrai kick-off où on va expliquer quelle est la part de chacun, qui fait quoi. C'est-à-dire qu'est-ce que j'attends de toi, prestataire, et Eugénie, qu'est-ce que j'attends de toi, client. C'est vraiment hyper important, c'est-à-dire que c'est de la co-responsabilité. Bien entendu que nous, on va être embauchés pour délivrer du rendez-vous, Vincent. C'est-à-dire que le gars nous dit, je voudrais 10 rendez-vous par mois. La première des choses, c'est de délivrer 10 rendez-vous par mois. Mais si on s'arrête là, c'est là où on tombe dans le côté, j'avais la flemme, du coup, je te file le service. Et si jamais il y a de la déception, comme le briefing n'aura pas été bon, c'est pas bon. Donc la première des choses, c'est dédier un temps. Expliquer qui va faire quoi chez le client. C'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce que je m'assure que
j'ai un interlocuteur chez le client qui va pouvoir parler à un interlocuteur chez nous, chez Bnice. Ensuite, c'est embarquer toute l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, Eugénie. Oui, l'onboarding du Presta, mais l'onboarding de ton équipe aussi. Et ça vaut pour Harold. C'est-à-dire que si jamais demain, je n'ai pas les commerciaux en interne qui sont forcément onboardés sur la mission, ce qui va se passer, c'est qu'il y a du rendez-vous qui arrive sur l'agenda. Et en fonction, j'ai été sales, du coup, je peux me positionner. En fonction du niveau de rendez-vous qu'il y a, ben, on devient un peu exigeant. Et comme il n'y a pas eu de brief ensemble, ben, en fait, on va pas trop se focus sur la conversion. On va se dire, ouais, ben, celui-là, je l'ai bien aimé, celui-là, je ne l'ai pas trop aimé. Alors que si jamais tu te dis, ben, un tel est impliqué dans la boîte, un tel est impliqué chez le prestataire, voilà le brief initial, voilà l'objectif. À un moment donné, cet objectif, il est forcément commun, c'est-à-dire que si moi, je t'apporte du rendez-vous et que toi, en plus, tu as des bons rendez-vous en tant que sales, bah, tu as le même objectif qui est closer le client à la fin. Et nous, on est forcément plus content si jamais aujourd'hui, le client est closé. On a aujourd'hui des sales, enfin des gens qui prennent des rendez-vous chez nous, chez BeNice. Tu ne peux pas savoir le nombre de fois, donc on les a une fois par semaine, je les ai qu'on s'appelle en one-one, et Camille également les a en one-one. Le nombre de fois où les gars nous disent ça a donné quoi le R2? Je ne te parle pas du R1, c'est ça a donné quoi le R2? Donc en fait, il y a un niveau d'implication de la part des gars qui sont en externe dans la mission. Plus tu les embarques, plus tu embarques l'équipe en interne, plus on va vers le même objectif qui est de closer le client. C'est Et donc, bien exactement ça. entendu, si à un moment donné, pardon, excuse-moi, si on sait qui fait quoi, si j'ai un bon objectif, bah forcément la conversion elle est bien meilleure parce que tu as une bonne coordination. Il n'y a pas de quoi que tu passes pas de temps, si tu veux, à essayer de mettre de l'huile dans l'ouvrage. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, tout le monde sait ce qu'il attend et il n'y a pas de mauvais attendus qui pourraient être mal interprétés, quoi. C'est ça. Et bah, tu vois, comme c'est ton domaine, donc moi, je veux juste revenir sur la notion d'objectif finalement, parce que en t'écoutant, je me suis dit, alors c'est pas que c'est pas clair, mais pour certaines personnes, ça peut ne pas être clair. L'objectif, c'est pas la finalité de la mission. L'objectif, c'est qu'est-ce qui se passe si je prends un rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe dans ta boîte? Tout à Qu'est-ce fait. qui se passe si le rendez-vous ne vient pas? Qu'est-ce qui se passe dans ta boîte? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un nous dit envoyez-moi un email? Est-ce que c'est toi qui le fais? Est-ce que c'est nous qui le faisons? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Les objectifs, voilà, parce que tu parlais d'objectifs et je me suis dit, on n'est pas allé assez loin finalement en termes d'objectifs. Ouais, tu as raison. C'est pas les C'est un- objectifs chiffrés, juste chiffrés, mais c'est l'objectif de la mission en fait. C'est quoi faire quand il se passe ça, quoi faire. Et toi, c'est ton travail finalement d'avoir eu cette vision pendant 20 ans, plus de 20 ans même, cette vision globale et commerciale, c'est on sait quoi faire. Quelqu'un qui te fait un no-show, tu jettes pas à la poubelle. Quelqu'un qui dit rappelez-moi dans 3 mois parce que là j'ai pas le temps, je suis en train de répondre à un appel d'offres. Bon, bah, tu le rappelles dans 3 mois. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si en fait, c'est toujours la même limonade. C'est les gens pensent que quand tu es prestat comme ça, tu gères pas comme un temps plein en interne. Il faut que ce soit, oui, de la co-traitance. On n'est pas juste sur une sous-traitance, on est vraiment sur de la co-traitance et c'est de se dire comment on gère notre marché de prospects ensemble. Et donc, oui, c'est l'objectif. Moi, je voulais juste remettre une pièce dedans, c'est pas juste un résultat chiffré, c'est au global, qu'est-ce qui va se passer pendant la mission et en l'occurrence, quand il y a ça qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Le truc, j'insiste pour peut-être rendre encore la partie objectif claire. Tu Ouais. t'imagines, tu vas sous-traiter demain, tu vas externaliser la peinture de ton salon. Mmh. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée d'appeler un mec en disant bonjour, je voudrais repeindre mon salon? Ouais, Ouais, bah vous avez qu'à venir demain à 15h. Puis tu t'en vas, et puis le soir, tu rentres et tu regardes ton salon repeint. ouais. Bah, ça se trouve, c'est pas la bonne couleur, c'est pas le bon mur, c'est pas bon ça, je sais pas ce que je vais faire. Si jamais tu t'investis pas en tant que client en disant de quoi j'ai réellement besoin dans cet objectif, ça va fonctionner. Et de l'autre côté, si le peintre il n'arrive pas avec son nuancier, la façon dont il bosse, les conseils qu'il te donne, Ça en fait, marchera il n'y a, pas. rien y a rien qui fonctionne. Ou Ça alors, marchera tu as pas. vraiment un coup de bol parce que tu voulais le repeindre en telle couleur et que c'était tel mur. Mais ça s'appelle de la chance. Ouais, exactement et c'est pas prédictible. Non. Donc Fedel, est revenu vers, nous, donc prendre les rendez-vous et closer, pour le développement de sa partie, commerciale, et en parallèle afin de conquérir davantage de parts de marché. Donc voilà, acquisition, closing.
Donc, je pense que vous savez faire et qu'il faut qu'ils viennent te voir. Marceau Walker, pareil, hein, Fedel, si tu as des questions que tu veux partager ou si tu veux les garder pour toi et pour Julien dans votre tête-à-tête, c'est toi qui vois. Donc, il y a Marceau Walker. Bonjour à tous les deux. Merci pour la discussion. Sur l'externalisation de la force commerciale, je trouve ça tellement clé d'entretenir la relation avec le prestataire. Merci Marceau. Et faire ça dans le temps pour gagner du lien, permettre au prestat de s'améliorer, c'est pareil, hein, la connaissance, si tu fais le crevard et tu gardes tout pour toi, forcément le prestataire, ça va se ressentir, il va démarrer moins vite, ou il va de base, et par rapport à son expertise, devoir se faire sa propre idée du marché, mais si tu as déjà quelques clés, c'est bien de lui donner. Compréhension de mon univers, être à jour sur les évolutions que j'apporte à mon produit, etc. As-tu des tips, Julien, pour réussir à entretenir ces relations, fréquence des échanges à avoir. Ouais, est-ce que tu as des tips? Ça, c'est à mon avis des gens qui veulent faire bosser des freelances. Et là, pour le coup, c'est différent. Parce que c'est des freelances. Sujet à aborder avec eux, comment ça se passe chez BeNice? Donc voilà, c'est une bonne question. Comment ça se passe chez BeNice? Eh ben, écoute, Fidèle, Denis, je ne sais toujours pas si c'est ton prénom ou ton nom, donc tu là c'est m'excuseras. Marceau. Là, c'était Oui, je Marceau. sais, mais il veut mon numéro de téléphone en direct, donc je vais pas le donner, mais il a qu'à aller sur. Il n'y a aucun problème. Tu vas sur LinkedIn, tu m'envoies un MP ou tu demandes une connexion et je te rappellerai rapidement, bien entendu. À moi de faire mon job de commercial aussi. Du coup, pour toi, Marceau, est-ce que tu as des tips pour entretenir les relations, par exemple les fréquences des échanges à avoir, les sujets à aborder? Oui. D'abord, c'est un rendez-vous chez BeNice, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec chacun des clients. C'est-à-dire qu'on prend un rendez-vous, alors souvent c'est le lundi. Exactement, merci Charlotte. Lundi, c'est une demi-heure avec le client de bonjour. Ok, tu as eu combien de rendez-vous la semaine dernière? Ok, super. Celui-là, validé, oui. Celui-là, validé, oui, ok. Et là, je m'en remets tout simplement au brief. Le brief, c'est quoi? C'est j'avais demandé à un client, je dis n'importe quoi, responsable logistique, qui a une boîte entre 50 et 150 salariés. Donc, de valider de façon très simple vis-à-vis du brief, est-ce que je suis dans les clous ou pas? Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'on va avoir, bien entendu, c'est la revue du rendez-vous à proprement parler. Et c'est là où je pense qu'on va faire la différence. C'est qu'on peut s'impliquer dans la revue du rendez-vous, c'est-à-dire comprendre avec le client, oui, il est dans les clous, mais je ne l'ai pas aimé. Oui, il est dans les clous, c'était un super rendez-vous. Ça, c'est, tu sais, le fameux feeling, Vincent, du commercial. Tu décroches ton téléphone, tu sens que ça va être un bon rendez-vous ou pas un bon rendez-vous. Et plus tu vas comprendre, en gros, les attentes du client sur ce que c'est que pour lui, en termes de feeling, un bon rendez-vous, plus derrière, tu vas pouvoir faire un feedback auprès des callers pour réajuster cette fameuse qualification. Donc, on va partir d'une qualification stricto sensu sur des métriques, à savoir nombre de salariés, chiffre d'affaires, activité. Et ensuite, derrière, c'est tout simplement, pour moi, c'était un bon rendez-vous parce qu'en fait, ce client a plutôt répondu ça. Donc ça, c'est une telle problématique. Et hop, je vais pouvoir implémenter ma fameuse liste de qualifications. Et donc, ça répond à une de tes questions. Attends, je reprends le prénom. Pardon, Marceau, merci. Plus tu vas itérer avec le client, plus tu vas co-construire, plus tu vas renforcer cette relation. Ensuite, c'est le persona. Tu vas donner toi aussi ton feedback sur les call-calls. C'est-à-dire que ce n'est pas juste j'ai pris du rendez-vous. Typiquement, la semaine dernière, on a essayé une nouvelle cible avec un de nos clients. J'ai eu le rendez-vous avec lui le lundi et je lui ai dit, tu sais, ce persona, franchement, je ne suis pas hyper chaud. Et le client me dit, ouais, mais quand même, il faut insister. On parlait tout à l'heure de tester une verticale, tester un persona. Tu vas renforcer également, Marceau, la relation avec ton client parce que tu lui fais toi aussi un feedback. Ce n'est pas parce que tu es presta que tu ne peux pas faire de retour. Et donc, je lui ai dit, moi, je ne le sens pas du tout. On a été reçus pas terrible. Les gars, à chaque fois, nous disent, je veux bien vous prendre rendez-vous, mais en fait, ce n'est pas trop moi qui m'occupe de ce genre de sujet. Un appel, deux appels, 20 appels, 50 appels. C'est ultra fréquent. Est-ce que toi, tu demandes à tes clients d'enregistrer certains de leurs rendez-vous découvertes ou de premiers rendez-vous qu'ils ont fait avec ce que tu leur as apporté comme rendez-vous pour justement voir ensemble de manière un petit peu plus réelle comment ça s'est passé? Ça, c'est la première question que moi j'ai. Et la deuxième question, c'est finalement,
il te faut combien de temps, toi, Julien, et tes équipes, il vous faut combien de temps pour être vraiment, entre guillemets, dans la mission? Bien que la première journée, tu dois déjà y être, mais déjà ça, et peut-être en amont comme question, combien de temps d'onboarding? Tu sais, à partir du moment où on te dit, bon, bah, c'est bon, Julien, on va bosser ensemble, et avant que tu démarres la mission, tu as un onboarding chez vous, non? Ouais, bien sûr. Je te Il est de parlais combien de justement temps? de C'est une l'échange heure, avec le client. 1 C'est là heure et où demie, c'est plusieurs sessions? déterminant. Ouais, Ouais, ouais. Tu as un échange d'abord où tu as juste le preneur d'ordre qui te dit: «Je voudrais des rendez-vous pour», on parlait de directeur logistique de boîte de 50 salariés dans le médical. Fine. ouais, Mais ça, c'est juste, tu parles d'objectifs qui payent chiffrés. OK. Quel type de client vous voulez? Comment? Comment est-ce que vous souhaitez qu'on bosse? Quel est votre pitch? Vous pourriez me parler un petit peu plus, s'il vous plaît, de votre activité? Comment vous la sentez? Pourquoi vous avez développé votre boîte? Qu'est-ce que vous recherchez chez ce client? Quelles sont les questions qu'on devrait poser? Et en fait, quand tu fais ça, c'est vraiment hyper important parce que tu cadres ta mission avec le feeling du client. Donc oui, ça fait complètement partie de l'onboarding et j'ai presque envie d'enlever, si tu veux, toute la partie onboarding vraiment setup, tu vois ce que je veux dire, qui est un petit peu terre à terre. Et puis il y a quelque chose qui va être fondamental. J'appelle la bonne personne, j'appelle la bonne boîte, mais à un moment donné, c'est quels sont les déclencheurs ou les signaux d'achat qui pourrait y avoir chez le client pour pouvoir prendre un rendez-vous. On en revient à la technique du call sur les bénéfices. À partir du moment où je suis capable de comprendre en disant au client, vous avez des clients ABCD, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi ils achètent votre produit? Ça, tu as besoin d'un onboarding construit pour comprendre vraiment l'ADN de la boîte. Donc, c'est ouais. vraiment hyper important d'être capable de sentir ça. Et ensuite, il y a un onboarding côté caller. Là, pour le coup, chez Bnice, comment ça se passe? Une fois qu'on a récupéré le pitch, une fois qu'on a la cible, une fois qu'on a fait tout l'onboarding, qui dure en général 2-3 heures avec le client, on a scrappé toutes les données, on s'arrange avec les clients, on a le lien Calendly, on se prépare comme il faut pour le call. On va d'abord se lancer dans un onboarding des collaborateurs donc, qui bossent avec nous aujourd'hui sur c'est quoi le pitch. Et il va falloir retransmettre tout ce qu'on a eu de la part du client, on va le retransmettre auprès des callers. Les signaux d'achat, quelles sont les questions que je pose, quels sont Les les niveaux de attendus, qualif aussi? niveau de qualif, voilà la vibes de la boîte. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important pour nous. Tu as une boîte qui est ultra sérieuse, tu vas demander au caller de suivre le pitch, boom, straight, parce que c'est le pitch qu'on a établi avec la boîte et il ne faut pas y déroger. C'est vraiment hyper important. Non pas que la boîte soit rigide, c'est juste que comme leur produit est technique, il faut s'assurer d'avoir une bonne compréhension de la part du prospect. Et Ouais, puis, tu as des ouais. boîtes qui sont un peu moins, c'est plus dans le feeling, c'est plus dans l'écoute, c'est plus dans l'humain. Et dans ces cas-là, on va laisser plus de liberté au caller. Et une fois qu'on a fait ça, on se lance dans une session de call. Pour ceux qui me suivent, j'ai un peu l'habitude puisque je fais pas mal de calls, je fais le call club et tout. Donc, c'est moi qui passe les premiers calls. Et ensuite, on s'entraîne avec les callers pour faire de la double écoute, réécouter tous les calls. Et puis voilà, en gros, comment on va, Itérer, quoi. on va itérer. On avait une question là d'Eugénie qui nous dit qui doit faire les listes de prosp? Chargé au client ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Nous, chez Bnice, on fournit toute la data. Donc, on n'a qu'à avoir un brief, la cible, sauf après s'il y a des questions de confidentialité, mais ça ne nous est jamais arrivé. Et on va scraper effectivement Internet pour essayer d'aller choper toute la data qu'il faut dans la liste et du brief du client. Et c'est nous qui fournissons toute la data, les callers et autres. Donc, une fois qu'il y a le brief, il n'y a plus qu'à attendre, entre guillemets, les rendez-vous dans les agendas. Et on a répondu du coup de fait à Nadia également qui nous posait la question sur la database. Ok, c'est parfait. Donc finalement, tu s'occupes de tout, il s'occupe de rien. Voilà, Exactement. donc ça c'est plutôt cool. Alors si on continue sur cet échange, finalement donc on a parlé externalisation, on a parlé les typologies d'externalisation qu'il va y avoir, CDD, part-time, etc. Presta, les objectifs au sens très large du mot objectif, parce que voilà, la différence entre un SDR et un Head of Sales, c'est pas du tout les mêmes objectifs. Donc finalement, il va falloir tout définir en amont. Qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on va recevoir, parce que la transparence du prestat, je pense que c'est ultra important, de pas se mentir, hein. Ça c'est
On va pas vendre des merveilles si on sait que le marché est compliqué, de par ton expérience, Julien, également. Et on en arrive à la question de finalement dans quelles circonstances ou objectifs on commence à réfléchir à l'externalisation commerciale au sens large. Mais je crois qu'on y a quand même répondu en partie. Un peu au début, ouais. Voilà. Donc, en quelques mots. Aujourd'hui, je pense que définir au sens large à quel moment j'externalise ou pas, on l'a dit tout à l'heure, c'est trou dans la raquette, pas la compétence ou pas la meilleure des compétences. C'est ça qui est vraiment important. Et puis, je pense qu'il y a une vraie notion également, puisque je me permets de répondre en parallèle à la réflexion à la question pardon, de Jean-François Ricard dans le chat qui dit comment on évalue le budget. Il y a forcément à un moment donné une question budgétaire qui va intervenir. Ouais. Je pense que le gros avantage qu'on a sur l'externalisation, c'est que nous, quand on va établir un budget avec le client, il va y avoir un tarif sur le run d'une campagne, le scrapping, et ensuite on va payer au rendez-vous, effectué, honoré, bien entendu. Donc typiquement, il va y avoir une maîtrise du budget, et c'est peut-être aussi ça qu'on vient chercher lorsqu'on va faire de l'externalisation. Quand tu vas internaliser à l'inverse, tu vas forcément avoir la compétence en interne, mais le niveau d'onboarding et le niveau d'implication du collaborateur est clairement dans tes mains. Là, tu peux monter ton niveau d'exigence vis-à-vis de l'externalisation, et en plus de ça, tu peux prévoir le budget. Donc, c'est pas mal, si tu veux, d'avoir en termes d'objectifs en tête que voilà ce que je peux faire d'un côté, voilà combien ça va me coûter, et puis surtout, je l'arrête quand je veux, ou je le commence quand je veux, ou alors je veux augmenter la pression commerciale, ou alors je veux diminuer la pression commerciale. On a des clients aujourd'hui qui viennent nous voir en disant, je dis n'importe quoi, bah, je voudrais absolument, comme la question de Harold un peu plus haut, qui nous dit, je voudrais multiplier mon CA par X. Top. Ben, multiplier ça par X. Dans l'onboarding, on va se dire, ben, en théorie, tu devrais avoir X rendez-vous. C'est quoi ton panier moyen? Et tu refais le chemin inverse. Ouais. Et puis, on a des clients, parce que ça a bien marché, qui nous disent, waouh, attends, je suis tout seul ou on est deux, il y a beaucoup de rendez-vous qui arrivent, on va manquer de temps pour bien les faire. Est-ce que tu peux ralentir ou baisser la voilure? D'autres clients qui nous disent, attends, j'ai beaucoup de choses dans mon pipe, j'ai avancé pas mal d'argent, donc du coup, est-ce qu'on peut attendre un peu et temporiser? Ou alors carrément, ben, la mission, j'ai encore besoin de t'accélérer, donc je monte, ou j'ai besoin que tu ralentisses. Il y a un niveau de flexibilité avec l'externalisation, clairement qu'il n'y a pas avec quand tu as la compétence en interne. Il y a une autre sorte de flexibilité en interne, mais c'est quand même pas le même niveau avec de l'externalisation. Ok. Et donc finalement, parce que là, il nous reste 7 minutes, il devrait y avoir encore quelques questions. C'est quoi ta secret sauce? Parce que on a parlé comprendre, enfin, que le Presta comprenne bien les enjeux, l'ADN, les objectifs chiffrés de l'entreprise cliente, parce que c'est aussi ça qui est important. Là, on se met pas forcément à la place du client, mais vaut mieux éviter la rétention d'informations du client vers le prestat. Donc, ce serait quoi, toi, les 5 principaux ingrédients pour cette secret sauce pour bien réussir son externalisation? Si toi, demain, tu discutes avec un ami à toi qui a sa boîte et qui voudrait s'y mettre, qu'est-ce que tu lui donnerais comme ingrédient pour choisir au mieux son prestat? Je pense que la première des choses, c'est définir le brief. Et je le dis souvent, en vente, c'est pareil. Définir le brief, c'est qu'est-ce que j'attends d'une externalisation? C'est KPIs, mais surtout en termes d'objectifs perso ou plus long terme, court terme, mais définir le brief. Qu'est-ce que j'attends moi en tant que boîte? Typiquement, notre ami Harold qui nous dit je veux faire fois, je n'ai plus la question, mais c'est pas grave. Je veux faire, si c'est ça, x2 sur notre CA en 2025. Ben ça, au moins, c'est OK. Et donc, j'ai besoin de combien de rendez-vous? Quel type de rendez-vous? Quel persona? Donc, en fait, c'est vraiment bien définir tout simplement les limites de la mission. Okay. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, la deuxième chose, c'est quel est le niveau d'intensité que je veux y mettre à l'intérieur. Quand j'entends typiquement, je reprends un rôle parce qu'il a quand même mis un grand pavé sur le truc en disant j'ai besoin d'y aller à fond, j'ai besoin que le call, ça soit ça, c'est-à-dire que le niveau d'intensité,
Bah, la mission d'externalisation, il faut que le client soit de mèche avec le prestataire. Donc, il y a un niveau d'implication qui fait que si le client est investi, que le prestataire est investi, ça marchera. Troisièmement, c'est être clair sur le périmètre. Typiquement, faire du call ou faire du closing ou faire de la découverte, c'est pas la même chose. Donc, on va pas commencer une mission en disant ah bah tiens, tu peux faire du call, puis ça serait bien que tu poses 2-3 questions de plus, puis ça serait bien que tu closes les mails. Non, pas trop large. Des petites séquences sur la mission. J'appelle pour une mission de closing, j'appelle pour une mission de découverte, j'appelle pour une mission de statut dont on a parlé tout à l'heure, SASU ou comptabilité. La taille de la mission, elle doit être bien définie, mais elle doit être short pour s'assurer tout simplement que lorsqu'on va faire un débrief, on débriefe bien sur quelque chose de spécifique. Ouais. Et la dernière chose, alors je ne sais pas s'il y en a 5, mais la dernière chose, je pense, c'est, je reprends ce que j'ai dit, embarquer l'équipe, tous derrière le même objectif, et faire comprendre aux clients que ça ne va pas tomber tout cuit, mais que notre objectif commun, c'est qu'ils signent plus de business. Je répète, c'est on a le même objectif. Si moi, demain, avec BeNice, on prend rendez-vous pour le client, ce n'est pas juste pour le facturer au rendez-vous. On a une gratification personnelle d'avoir trouvé la bonne personne, de développer le business. Et si même je pousse un peu plus loin, à partir du moment où c'est un objectif commun, que la personne a réellement accéléré son business, bah après, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, c'est de la vente par recommandation. Les gars m'ont mis le pied à l'étrier, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, je rencontre plus de monde, le client est satisfait, il a plus besoin de toi, on parlait de flexibilité tout à l'heure, bah, il va réduire la voilure. Et de nouveau, s'il a besoin de toi pour retester une verticale ou parce qu'il a un trou dans la raquette, bah, il t'appelle, on rebranche les choses et tout va bien. Ok, donc les cinq ingrédients, si je les résume, parce que là c'est le seul moment où j'ai pris des notes, parce qu'il y a un replay, bien évidemment. Le brief, ultra important, KPI, objectif perso, etc. Le niveau d'intensité, implication, en tout cas, l'implication qu'on veut mettre, et ça c'est primordial. La clarté du périmètre. Sans périmètre, on ouvre la porte à du grand n'importe quoi, et donc du coup, Ouais. finalement, si on fait le parallèle avec ton comptable, je pense qu'il a dû te faire signer une lettre de mission et c'était clair. Il va pas aller te faire ton bilan. Non, la mission, c'est d'ouvrir ta boîte ou alors te faire ta liasse fiscale. Embarquer l'équipe interne, donc de la co-traitance. Donc ça, c'est une très, très bonne chose. Je pense que pour les bienfaits de la mission, c'est pas un prestat... en fait, là, tu vas pas aller acheter une baguette de pain. Là, c'est ta boîte. Même si tu prends un prestat, le prestat, il a quand même besoin de tes feedbacks et donc du coup, mais même qui te sentent embarqué dans cette mission que tu lui as confiée. Et puis la dernière, si j'ai bien compris, finalement, ce serait de demander de la reco, en tout cas voir ce que le prestat est capable de faire. Et puis aussi, il y a ce feeling que tu dois avoir avec le prestat. Et d'ailleurs, comme avec le comptable et comme avec ta personne juridique, le feeling, les questions qu'il va te poser, comment il va découvrir finalement tes besoins, parce qu'il y a un petit peu de ça pour quelqu'un qui n'a jamais fait de prestat d'externalisation via une boîte, ou même quelqu'un qui a fait de la prestat d'externalisation avec un freelance. Là, on est on est sur quelque chose d'un petit peu plus lourd, des feedbacks et de la co-traitance. Voilà pour les 5 ingrédients, Julien. Et du coup, il y a une dernière question. Eugénie qui nous demande, tout en ayant une vue sur le CRM actuel, comment ça se passe? CRM partagé? Tu utilises le CRM de tes clients? Tu leur donnes Alors, accès à dans toi? l'idéal, on va utiliser le CRM du client. C'est ce qui se passe le plus souvent. Nous, Ouais. de toute façon, on a un CRM de notre côté pour gérer les calls, c'est une évidence. Et ensuite, en théorie, la seule interaction qu'on aurait, c'est le calendrier du client pour prendre des rendez-vous chez lui. Là où ça va plus loin, c'est que certains clients souhaitent les accompagner sur les débriefs de rendez-vous R1 et autres. Donc, ils nous donnent accès à leur CRM, voire à leur rendez-vous. Là, on va clairement un cran plus loin. Mais le plus important, au-delà de l'utilisation, Eugénie, du CRM, si tu n'as pas la vue sur le CRM actuel, c'est t'assurer dans le brief de comment je vais impliquer le prestat et le client et comment je vais échanger sur les rendez-vous. C'est un tableau Excel, c'est un CRM, c'est ton CRM où le client est branché dessus, peu importe, mais il faut qu'il y ait une base commune d'échange pour qu'on soit d'accord sur ce dont on parle pendant le rendez-vous hebdomadaire qu'on met en place.
OK, il y a une question de budget de Jean-François. Comment évaluer le budget? Je crois que tu y as répondu avec l'intensité que tu as envie de mettre sur tes campagnes Exactement. d'externalisation ou en tout cas sur la prestation que tu veux, externaliser et du coup, moi, il me restait une question de tout ce live plein de valeur, et ça pourrait le clôturer ce live, de la meilleure des manières. Qu'est-ce qui fait une bonne agence, d'externalisation selon toi? Parce que c'est pas parce que tu en es une que tu en côtoies pas d'autres, c'est pas parce que tu en es une que tu en connais pas d'autres. Selon toi, Julien, qu'est-ce qui pourrait faire, une bonne agence d'externalisation? Alors, Et on ben, a répondu à beaucoup de choses, hein. prendre aujourd'hui l'agence avec qui vous vous sentez le mieux quand vous les appelez. Je pense que c'est ça. Si aujourd'hui on regarde sur le papier les agences d'externalisation et on va se focuser sur la prise de rendez-vous, elles promettent toutes des rendez-vous dans votre agenda. Bah, dans ces cas-là, renseignez-vous auprès des agences, d'abord avec un feeling sur lequel enfin, le feeling sur lequel vous partez. On parlait d'ADN. J'ai discuté avec des callers qui font des calls pour d'autres agences de prise de rendez-vous. Les gars, c'est du rendez-vous à la chaîne, en volume et pas de souci. Et ben, si c'est ça dont vous avez besoin, prenez l'agence qui va dans ce sens-là. Si aujourd'hui vous voulez une approche peut-être avec plus de care, D'intelligence non pas qu'il n'y en ait pas dans les autres agences. Comment? d'intelligence, parce qu'il y a aussi cette intelligence D'intelligence, je ne commerciale. sais pas, parce que chacun a besoin en fonction de son offre. Tu vois, c'est pas le but de dénigrer l'un ou l'autre. Je dis plus que le feeling qu'on a, si jamais au-delà de simplement l'arrêter sur une externalisation, c'est comme quand tu fais un call, quand tu vas dans un resto, tu sais, où tu t'assois dans un café, tu as un serveur qui arrive, pourtant le mec, tu viens chercher un café, tu as un serveur qui te le balance à la gueule et qui te dit, voilà, ça fera 1,30 €. Tu te dis, j'ai pas un bon feeling, le café doit pas être bon, quoi. Et inversement, il y a un gars qui te pose la question de savoir comment tu vas aujourd'hui. Il te dépose gentiment le café sur la table en disant, j'espère que vous l'apprécierez et que vous passerez un bon moment. Bah, tu te dis, en fait, ça, c'est cool. Donc, je pense qu'il y a vraiment une question de feeling aussi. Ça pourrait paraître un peu, un peu bouché, un peu primaire, juste de la prise de rendez-vous. Mais en fait, il y a des gens qui appellent derrière. S'il y a une ADN de boîte et autres, bah, il faut le transmettre. Il faut que ce soit dans la relation. Et donc, il faut qu'il y ait, à un moment donné, un fit entre la personne et le prestataire. Voilà, le fil le feeling, le feeling, Exactement. Grosse partie feeling. et on est bon, hein. On est sur l'heure. Eh ben,